Voici tous les chefs d'État africains assassinés au pouvoir par la France. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, c'est la formule devenue le refrain du général de Gaulle qui n'aura pas lésiné sur tous les moyens pour éliminer physiquement les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug de la métropole. Depuis 1963, 22 présidents africains ont été assassinés avec la complicité des services secrets français, le SDES, la DGSE et la Direction de la surveillance du territoire. Ce sont ces trois bras armés qui ont fomenté des coups d'État en Afrique en se servant des valets et traîtres nègres. Les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et consignés dans des livres écrits par des historiens, chercheurs, et les documentaires réalisés par des journalistes courageux. Numéro 1, Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 à Kpando et assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise d'avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État de 1963 fomenté par Gnassingbé et Yadema. Numéro 2, Major Général Johnson Thomas Aguiyi-Ironsi, né le 3 mars 1924, et mort le 29 juillet 1966 à Lalupon, dans l'état d'Oygreko, est un homme d'État nigérian. Numéro 3, Abdirachid Ali Shermark, né le 16 octobre 1919 et mort le 15 octobre 1969, est un homme politique somalien. Il a été Premier ministre du 12 juillet 1960 au 14 juin 1964, et président de la République à partir du 10 juin 1967 jusqu'à son assassinat. Numéro 4, Richard Ratsimandrava, né le 21 mars 1931 à Tananarive et mort le 11 février 1975 dans la même ville, est un militaire et homme d'État malgache. Il est chef d'État de la République de Madagascar pendant 6 jours du 5 au 11 février 1975, date de son assassinat. Numéro 5, François Tombalbay, Dingarta Tombalbay, né le 15 juin 1918 à Bessada, près de Koumra, et assassiné lors d'un coup d'État le 13 avril 1975 à N'Djamena, est un homme d'État tchadien. Numéro 6, le général Murtala Rama Mohamed, né le 8 novembre 1938 à Kano et mort le 13 février 1976, est un homme d'État nigérian. Il a été chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria du 29 juillet 1975 à son assassinat. Numéro 7, Marien Ngouabi est un officier et homme d'État congolais, né le 31 décembre 1938 à Ombel et mort le 18 mars 1977 à Brazzaville. Numéro 8, Tafari Banti, également retranscrit Teferi Bant, né en octobre 1921 et mort le 3 février 1977, est un homme d'État éthiopien. Du 28 novembre 1974 au 3 février 1977. Le 3 février 1977, Tafari Banti est assassiné, Mengistu lui succède comme chef de l'État éthiopien. Numéro 9, Ali Swalim Sachiwa est un homme politique. Never tell an African, especially an African man, to not wear makeup because makeup was invented in Africa by African men for everyone. The oldest archaeological evidence of makeup is traced back to Africa about 6,000 years ago. Masculine beauty was important in ancient Africa, and men from tribes like Wodabe wore makeup to attract companions. Kemetic, Himba, and Sudanese men used black pigment called eyeliner to create cat-eye designs. Later, green malachite eyeshadow, lip and cheek stains made from red ochre also became popular among men and women in Africa. In Africa, makeup was not only a fashion trend, it was also used to protect the eyes from the scorching sun, to protect the wearer from the evil eye, and even to cure eye diseases. West Africans like the Yoruba and the Cote d'Ivoire used geometric patterns as a symbol of spirituality. The choices of color and patterns for most African tribes were used to communicate secretly.
Du 2 au 4 septembre 2021 s'est déroulé le Jeu international de l'armée communément appelé concours de biathlon en marge du Forum Armée 2021 qui a regroupé 19 pays en Russie sous les regards vigilants du ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le colonel Sadio Kamara. Cette année, le Mali a décidé de prendre part pour la première fois à ce concours de biathlon en envoyant un équipage composé du sous-lieutenant Maki Diarra, sous-lieutenant Youssouf Keïta artilleur et du sous-lieutenant Oumar Diallo mécanicien pilote. Les membres de l'équipage du char bleu Tank T-72B3 de la République du Mali sont tous en formation à l'école militaire de commandement Extrême-Orient en Russie. Le tronçon de manœuvre a été la première épreuve de ce concours. Le pilote lieutenant Oumar Diallo a fait preuve de professionnalisme dans la conduite laborieuse et impeccable du char tout en évitant de toucher le piquet. À la suite de cela, notre brave équipage a procédé au chargement du char par des munitions avec efficacité et rapidité pour rattraper la seconde épreuve. Et cette fois-ci encore, l'équipe malienne a montré toute sa qualité lors de la conduite du char dans l'eau avant de faire face à la dernière épreuve qui était la plus importante, le jeu de tir. L'équipage malien au bord du char bleu Tank T-72B3 s'est approché de la zone de tir avec l'artilleur le sous-lieutenant Youssouf Keïta, âgé de 31 ans, né à Kouri dans la région de Koutchala. Il fait ses études actuellement en Russie depuis 2017. Lors de cette dernière épreuve de tir, l'équipage malien a touché la cible à 3 reprises en autant de tentatives sur une distance de 1700 mètres. Cela sous l'acclamation de la foule qui ne pouvait qu'apprécier le passage de l'équipe malienne. Cette perspicacité démontre sans équivoque possible la qualité de la formation et le professionnalisme de nos officiers lors de leur formation en Russie. Vivement les futurs concours avec la participation de plusieurs équipes maliennes. Le monde avance, mais l'Afrique, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun, tout ça là, nous on reste calés. Nous pas bouger, mais nous savoir pleurer, nous savoir mendier. Dernier et fier de l'être. Au-delà de la mise en lumière, de l'arrogance, de la brutalité et de la violence de la France qui sont gravées dans son ADN, j'espère que vous êtes nombreux à avoir fait le constat suivant. La France a sévi au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique, en Océanie. Mais c'est seulement en Afrique subsaharienne, chez nous là, que nous sommes encore couchés aujourd'hui, enchaînés, en attente du bon vouloir du colon à nous libérer. Les autres se sont levés. Ils se sont mis debout. Ils ont combattu avec acharnement et ont obtenu leur indépendance dans le sang, dans les armes, dans les larmes, mais aussi pour de vrai. Aujourd'hui, le Maroc est sorti de la zone franc et il a sa monnaie, le dirham. L'Algérie est sortie de la zone franc et elle a sa monnaie, le dinar. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam sont sortis de la zone franc et ils se développent très bien depuis qu'ils ont mis fin aux liens coloniaux avec la France. Mais nous, on est là, on est dedans. Et on pense que si on demande gentiment, ils vont nous laisser sortir. Mais la liberté ne s'octroie pas. La liberté s'arrache. Et le temps du dialogue est terminé. On ne peut pas attendre que notre tortionnaire ait pitié de nous et nous lâche la grappe. La France ne le fera jamais. Car sans l'Afrique, ces gens-là dégringoleront encore plus bas qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui. Vous ne voyez pas comment, malgré des résolutions de 1979, 1980, ils s'agrippent aux îles éparses qui appartiennent à Madagascar. 45 militaires français
répartis sur 3 des 5 petits bouts de terre d'à peine 40 km² dans l'océan Indien, 45 ploucs de la Légion étrangère française narguent 27 millions de Malgaches et pillent une zone économique de près de 640 000 km. Aujourd'hui, on va vous dévoiler un secret qui est à la fois bien gardé et au même temps bien connu. Bien gardé des médias, mais paradoxalement, très bien connu des populations. L'exploitation abusive des inépuisables richesses de l'Afrique, notamment par la France. De nos jours, beaucoup de Français s'étonnent pourquoi la France est devenue la mal-aimée des Africains. Certains pensent que c'est à cause de son passé colonial. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la raison, car la jeunesse africaine ne l'a pas vécu. Mais elle est en train de vivre un présent tout aussi sombre et pénible que ce passé colonial. Celui de l'exploitation abusive de leurs richesses. Et le pire, c'est que cette jeunesse africaine qui est très instruite et vit aujourd'hui dans l'ère du numérique a tellement de mal à concevoir les milliards de dollars dépensés chaque année sur des campagnes publicitaires qui montrent que l'Afrique est un continent extrêmement pauvre et que sans leur aide, celui-ci va mourir. Alors que les Africains savent pertinemment que c'est exactement le contraire. Sans l'Afrique, c'est l'Occident qui risque de mourir de faim. Sur cette vidéo, on a décidé de distinguer plus particulièrement la France. Déjà en raison de son très lourd passé colonial en Afrique, comme c'est représenté sur cette carte. Mais ce lourd passé colonial lui a également permis de s'accaparer la part du lion dans les richesses africaines. Et on va tout de suite vous donner quelques exemples concrets. En France, le nucléaire est la première source de production et de consommation d'électricité. C'est le deuxième producteur mondial juste après les États-Unis. Mais savez-vous d'où vient l'uranium qui alimente ces centrales nucléaires françaises? Du Niger. D'ailleurs, un des intérêts économiques de la France derrière son intervention au Mali, c'est de sécuriser l'approvisionnement des centrales françaises en uranium, qui est extrait dans les mines du nord du Niger, à seulement une centaine de kilomètres des frontières maliennes. Les réserves d'or. La France est positionnée à la 3e place parmi les pays qui ont les plus grandes réserves d'or mondiales, avec une réserve qui s'élève à 2436 tonnes, dont une grande partie viendrait des mines d'or africaines. Principalement des mines du Mali qui occupent la 3e place des producteurs d'or du continent. Mais aussi de la mine d'Amesmessa, à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie. Le pétrole et le gaz. La France importe 99% de ses besoins en matière de pétrole. Et officiellement, voici leurs principaux fournisseurs. L'Europe de l'Est fournit 35% de leurs importations en pétrole brut. La Russie 15% et le Kazakhstan avec 12%. L'Afrique représente 30%. 7% proviennent du Nigeria et 6% de la Libye. Le Moyen-Orient est la 3e grande région qui approvisionne la France avec 19%. L'Arabie Saoudite fournit 10% et l'Iran environ 4%. Enfin, la mer du Nord est le dernier fournisseur de la France avec 14%. 10% proviennent de la Norvège et environ 4% de la Grande-Bretagne. Alors depuis quelques années, on entend de plus en plus le terme syndrome du sauveur blanc, notamment sur les réseaux sociaux. Du coup, on va déjà définir en quoi ça consiste. Ça consiste en une personne blanche qui éprouve le besoin d'aller secourir les autres peuples. Et pourquoi utiliser le mot syndrome puisque c'est un terme médical qui fait référence à une pathologie? Eh bien tout simplement parce que ce qui est perçu par le sauveur blanc n'est pas nécessairement la réalité. On va voir au cours de cette vidéo comment cette fausse perception se construit dans l'esprit du sauveur blanc. Alors selon moi, il existe 4 types de sauveurs blancs, mais je n'ai pas la vérité absolue. Peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y en a plus. Si vous reconnaissez d'autres types, eh bien n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Alors chronologiquement, je pense que le premier type de sauveur blanc qui s'est déclaré, ce sont les missionnaires religieux qui ont estimé que les populations non blanches avaient besoin d'être sauvées spirituellement et donc amenées à Dieu. C'était au temps de l'invasion des Européens en Afrique, en Amérique, en Asie. Du coup, ces missionnaires religieux, qui étaient principalement catholiques, se sont donné la mission, d'où leur nom missionnaire, d'évangéliser, c'est-à-dire de faire connaître la parole de leur Dieu aux populations locales et notamment en Afrique aux populations africaines. Le deuxième type de sauveur blanc, toujours selon moi, ce sont des personnes qui ont intégré
inconsciemment que les autres peuples sont trop faibles pour s'en sortir tout seuls. Et donc ces personnes sont dans une démarche très sincère d'aller aider les autres. Elles estiment que elles ont les moyens, elles ont les possibilités d'aider les autres et que ces autres n'ont pas les moyens et les possibilités de s'aider tout seuls. On va y revenir plus tard, mais justement ces personnes sont clairement des victimes d'un conditionnement. Donc ce ne sont vraiment pas des personnes à attaquer, ce sont des personnes à qui il faut faire comprendre que leur perception est fausse. Et il y aura ce travail pour ces personnes de désapprendre pour réapprendre. Je pense que des 4 types des sauveurs blancs, ce seront les seuls qui sont capables de remise en question parce que ce sont les seuls qui sont sincères dans la démarche de vivre ensemble et dans la démarche de progrès. Le 3e type de sauveur blanc, je dirais que ce sont les personnes qui se mettent en scène. Donc là, il n'y a pas de sincérité. Ça peut être pour des raisons financières, ça peut être pour des raisons de médiatisation, c'est-à-dire obtenir une attention médiatique. Ça peut être pour une question de réputation. Quelles que soient les raisons, la mise en scène est travaillée. Donc lorsque ces personnes vont dans un village pour créer un puits et donc apporter de l'eau à ce village, le but n'est pas réellement de secourir ce village de la soif, mais plutôt de montrer une image de soi positive et de se mettre dans le rôle d'un sauveur ou d'une sauveuse. African traditional dances. Depuis quelques jours, nous assistons à un spectacle très plaisant des lamentations de la classe politique française. En effet, on ne peut pas dire que la France a le vent en poupe ces derniers temps. Macron vient d'encaisser une double gifle de la part du Mali et de l'Australie. On pourrait penser qu'il est habitué à se prendre des baffes, puisque même les citoyens de son pays lui en administrent lorsqu'il fait des tournées électorales déguisées. Mais il faut croire que le monsieur a les joues en feu en ce moment. Que s'est-il passé et quelles en sont les implications pour nous? Le message que je vous transmets aujourd'hui est hyper important. Je vous demande de l'écouter jusqu'au bout. Allons-y par ordre chronologique. Le lundi 13 septembre, l'agence de presse Reuters publie une dépêche qui occasionne des migraines à Paris. Les autorités maliennes seraient en phase de finalisation d'un contrat avec la société militaire privée russe Wagner. Wagner, c'est la société de Yevgeny Prigojine, proche de Vladimir Poutine, qui a aidé le gouvernement Touadéra en Centrafrique à balayer les rebelles financés et soutenus par Paris et à reconquérir la majeure partie du territoire qui était entre leurs mains. Au Mali, l'arrivée de Wagner pourrait enfin permettre aux forces armées maliennes de contrer efficacement les groupes djihadistes qui, très étrangement, pullulent et progressent au Sahel depuis l'arrivée controversée de l'armée française en 2013. En effet, au lieu que l'opération Serval, puis Barkhane, n'apporte une amélioration au point de vue de la sécurité, c'est plutôt le contraire qui a été observé sur le terrain. Les Français ont conclu des alliances et protégé les groupes rebelles, terroristes et sécessionnistes, leur permettant de s'installer et de régner sur les 2/3 du pays et empêchant l'État et les forces régulières d'exercer leur autorité sur l'entièreté du territoire. Mais le débarquement de Ibeka de la tête de l'État suite à une révolte populaire et la prise en main de la transition par le colonel Assimi Goïta ont foutu le bins dans le dispositif maléfique conçu par l'Élysée.
Alors, la France s'agite, envoie des ambassadeurs, des missi dominici à Moscou, à Bamako, à la CEDEAO pour essayer de faire capoter le deal en vain. On active les réseaux médias habituels chargés d'indexer le recours aux mercenaires. Ils parlent de Wagner, mais oublient les faits et méfaits en Irak et en Syrie de l'entreprise américaine de mercenaires Blackwater, devenue Constellis, qui recrute d'ailleurs actuellement pour le gouvernement Ouattara en Côte d'Ivoire.